Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes voient, entendent ou ressentent des choses que personne d'autre ne perçoit? Ou pourquoi ton cerveau peut parfois décider de disjoncter d'une façon qui a un nom précis dans les manuels de psychiatrie? Aujourd'hui, on passe en revue les grands syndromes psychiatriques, un par un, sans jargon inutile. C'est une dinguerie! La psychiatrie, c'est un domaine qui fait souvent peur, ou au minimum qui intrigue. Et je comprends, parce que pendant longtemps, on a mal expliqué, mal traité, et parfois franchement mal agi envers les personnes concernées. Mais aujourd'hui, l'idée c'est pas de faire peur, c'est de comprendre. Comprendre ce que vivent certaines personnes autour de toi, peut-être toi-même, sans le savoir, et démystifier des mots qu'on entend partout, mais qu'on comprend rarement vraiment. On vient de faire une vidéo sur les pièges mentaux, n'hésite pas à aller voir. Aujourd'hui, on change de registre et on rentre dans le vif du sujet. Et dis-moi en commentaire si toi, t'as déjà entendu un de ces termes sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. 1. Le syndrome dépressif majeur. On commence par celui que tout le monde croit connaître. La dépression, c'est pas juste être triste. Et c'est probablement l'erreur la plus commune que les gens font. Le syndrome dépressif majeur, c'est quand la tristesse, le vide ou la perte totale de plaisir pour tout s'installe sur une durée d'au moins 2 semaines, presque tous les jours, et qu'ils viennent perturber ta vie concrètement. Ce qui est fascinant, et je trouve ça vraiment important à dire, c'est que certaines personnes en dépression ne pleurent même pas. Elles ressentent surtout un vide, une espèce d'anesthésie émotionnelle. Plus rien ne fait ni bien ni mal. Tu manges plus pareil, tu dors plus pareil, tu te concentres plus, et t'as l'impression que les journées durent 48 heures, mais que t'en retires rien. Ce syndrome touche aussi le corps, douleurs inexpliquées, fatigue chronique, ralentissement physique. C'est vraiment pas dans la tête au sens où t'as qu'à te secouer. C'est neurobiologique, ça implique notamment la sérotonine et la dopamine, des neurotransmetteurs qui régulent l'humeur et la motivation. Si toi ou quelqu'un que tu connais traverse quelque chose qui ressemble à ça, le numéro national de prévention du suicide, c'est le 31 14, disponible 24 heures sur 24. 2. Le trouble bipolaire. Alors le trouble bipolaire, c'est souvent réduit à « il est tantôt joyeux, tantôt triste », et franchement, c'est réducteur au possible. En réalité, ce trouble se caractérise par des épisodes qui alternent entre deux pôles, d'où le nom. Des épisodes dépressifs qu'on vient de décrire, et des épisodes maniaques ou hypomaniaques. Un épisode maniaque, c'est quoi? C'est pas juste être de bonne humeur. C'est une euphorie intense, un sentiment de toute puissance, un besoin de dormir réduit à presque rien, des idées qui s'enchaînent à toute vitesse, des prises de décision impulsives, parfois catastrophiques. Certaines personnes en épisode maniaque dépensent leur économie de 10 ans en une nuit, lancent 5 projets simultanément ou parlent sans s'arrêter pendant des heures. L'hypomanie, c'est une version moins intense, et c'est là que ça devient chelou, parce que les gens peuvent même pas réaliser qu'ils sont en épisode. Ça peut ressembler à juste être au top, ce qui fait que le diagnostic est souvent tardif. Il existe plusieurs types de troubles bipolaires. Le type 1 avec des manies franches, le type 2 avec des hypomanies. Dis-moi en commentaire si tu connaissais la différence, parce que perso, j'ai mis du temps à comprendre la nuance. 3. La schizophrénie. Attends, je vais commencer par démolir un mythe. Schizophrénie, ça veut pas dire personnalité multiple. Ce mythe est tellement répandu que même des adultes diplômés confondent. La personnalité multiple, c'est autre chose, on en parle plus loin. La schizophrénie, c'est un syndrome psychotique, c'est-à-dire qu'il implique une rupture avec la réalité. Les symptômes dits positifs, c'est-à-dire ceux qui s'ajoutent à la normale, incluent les hallucinations, entendre des voix, voir des choses, les idées délirantes, croire qu'on est surveillé, qu'on a une mission divine, que des gens nous envoient des messages codés, et la désorganisation de la pensée. Les symptômes négatifs, eux, c'est ceux qui disparaissent. Les émotions s'aplatissent, la motivation s'effondre, le langage se raréfie.
Et souvent, ces symptômes négatifs sont plus invalidants sur le long terme, mais moins visibles, donc moins bien compris de l'entourage. Ce que je trouve vraiment important de souligner, les personnes atteintes de schizophrénie sont bien plus souvent victimes de violences qu'auteurs. L'image du fou dangereux, c'est une construction médiatique qui fait des dégâts, et je voulais le dire clairement. On a fait une vidéo sur les préjugés en santé mentale, n'hésite pas à y jeter un œil. 4. Le trouble anxieux généralisé. Le trouble anxieux généralisé, c'est l'anxiété à temps plein. Pas l'anxiété avant un examen ou un entretien, ça c'est normal et fonctionnel. Le trouble anxieux généralisé, c'est une inquiétude persistante, excessive, sur pratiquement tout. Le travail, la santé, l'argent, la famille, les gens qui tardent à répondre à un message. Ce qui caractérise ce trouble, c'est que l'inquiétude est incontrôlable. Tu peux pas te dire « stop, t'exagères » et que ça s'arrête. Ça s'accompagne souvent de tensions musculaires, de fatigue, de difficultés de concentration, d'irritabilité et de troubles du sommeil. Moi perso, j'ai eu des périodes où je vérifiais 3 fois si j'avais bien fermé la porte à clé avant de dormir. C'est pas du trouble anxieux généralisé, mais ça donne une petite idée de comment l'inquiétude peut prendre de la place dans un cerveau sans qu'on s'en rende vraiment compte. Pour les personnes qui vivent ça à un niveau qui perturbe vraiment leur quotidien, heureusement, il y a des thérapies vraiment efficaces, notamment les thérapies cognitivo-comportementales. 5. Le trouble obsessionnel compulsif. Alors là aussi, gros ménage à faire sur les clichés. Le trouble obsessionnel compulsif, souvent appelé TOC, c'est pas juste aimer que les stylos soient bien rangés. Un TOC, c'est un cycle obsession-compulsion qui peut dévorer plusieurs heures par jour et générer une souffrance intense. L'obsession, c'est une pensée intrusive, répétitive, qu'on ne choisit pas. Genre une pensée qui dit « Et si t'avais laissé le gaz ouvert ?» ou « Et si tu blessais quelqu'un sans le vouloir ?» Ces pensées sont égo-dystoniques, c'est-à-dire qu'elles vont à l'encontre de ce que la personne veut vraiment. Ce sont pas des désirs, c'est l'inverse. La compulsion, c'est le comportement que la personne fait pour tenter de soulager l'anxiété générée par l'obsession. Se laver les mains 20 fois, vérifier la porte, compter, réarranger. Et le problème, c'est que ça soulage 2 minutes, et le cycle repart. Ce qui est ouf, c'est que les TOC peuvent prendre des formes très variées. TOC de contamination, TOC de vérification, TOC religieux, TOC liés aux erreurs. Et souvent, les gens qui en souffrent ont honte et le cachent. Écris TOC en commentaire si tu connaissais déjà ce cycle obsession-compulsion. 6. L'état de stress post-traumatique. L'état de stress post-traumatique, souvent abrégé ESPT, c'est la réponse du cerveau à un événement traumatique qui a dépassé ses capacités de traitement. On parle de traumatisme quand l'événement a impliqué une menace réelle ou perçue pour la vie, l'intégrité physique ou psychique, la sienne ou celle de quelqu'un d'autre. Ce qui se passe dans le cerveau, c'est fascinant et flippant à la fois. La mémoire traumatique est stockée différemment des autres souvenirs. Elle n'est pas rangée comme un épisode passé. Elle reste active, fragmentée, sensorielle. Du coup, les flashbacks, c'est pas juste se souvenir, c'est revivre, physiquement, avec le cœur qui s'emballe, la sueur, la terreur. Le SPT, ça inclut aussi les cauchemars récurrents, l'hypervigilance, l'évitement de tout ce qui rappelle le trauma et une forme d'émoussement affectif. Ce syndrome n'est pas réservé aux vétérans de guerre comme on le voit dans les films américains. Il peut toucher n'importe qui ayant vécu un accident grave, une agression, un deuil brutal ou une maltraitance prolongée. 7. Les troubles de l'alimentation. Je regroupe ici plusieurs syndromes parce qu'ils partagent un point commun, un rapport perturbé à la nourriture et au corps, ancré dans la psychologie, pas dans la volonté ou la coquetterie. L'anorexie mentale, c'est une restriction alimentaire sévère
couplée à une peur intense de prendre du poids, et souvent une perception déformée de son corps. La personne peut se voir grosse alors qu'elle est en danger vital. C'est un des troubles psychiatriques avec les taux de mortalité les plus élevés, et je voulais pas passer là-dessus rapidement. La boulimie, c'est des épisodes de prise alimentaire massive suivis de comportements compensatoires, vomissements, laxatifs, jeûnes, sport excessif. Il y a souvent une honte intense et un secret autour de ces comportements. L'hyperphagie boulimique, elle, implique des épisodes de suralimentation sans comportement compensatoire. Ce sont des troubles sérieux, soignables, et les personnes qui en souffrent méritent une aide adaptée, pas des commentaires sur leur assiette. Je voulais le poser clairement. 8. Le trouble de la personnalité borderline. Le trouble de la personnalité borderline, parfois appelé trouble de la personnalité émotionnellement labile, c'est un des syndromes les plus mal compris et les plus stigmatisés. Et franchement, c'est injuste. Ce trouble se caractérise par une instabilité intense dans les émotions, les relations, l'image de soi et le comportement. Les émotions sont vécues à une intensité décuplée et changent rapidement. Une légère déception peut devenir une douleur insupportable en quelques secondes. C'est pas du cinéma, c'est neurologique. Il y a souvent une peur intense de l'abandon, réel ou imaginé, qui peut mener à des comportements de rétention dans les relations. Des comportements impulsifs, des épisodes de dissociation et parfois des comportements autodommageables qui sont des tentatives de gérer une douleur émotionnelle insoutenable. Ce que je trouve important de dire, ces personnes ne sont pas toxiques par nature. Elles souffrent énormément et une thérapie spécifique, la thérapie dialectique comportementale, est vraiment efficace pour ce trouble. 9. Le trouble dissociatif de l'identité. Et voilà, on y arrive. Le trouble dissociatif de l'identité, c'est ce qu'on appelle vulgairement la personnalité multiple. Et oui, ça existe, mais c'est pas du tout ce que les films montrent. Ce trouble, c'est la présence de plusieurs états identitaires distincts, chacun avec ses propres schémas de mémoire, de comportement, de perception du monde. Ces états alternent, parfois avec des amnésies entre eux. La personne peut se retrouver quelque part sans savoir comment elle y est arrivée. Ce qui est quasi systématique dans les recherches, c'est que ce trouble se développe en réponse à des traumatismes graves et répétés dans l'enfance. C'est littéralement une stratégie de survie que le cerveau d'un enfant a développée pour compartimenter une souffrance insoutenable. T'imagines ? Le cerveau qui crée des cloisons pour protéger la continuité psychique. C'est un syndrome rare, souvent surreprésenté dans la fiction et sous-diagnostiqué dans la réalité. 10. Les troubles du spectre autistique. Alors, techniquement, le spectre autistique est aujourd'hui classé dans les troubles du neurodéveloppement plutôt qu'en psychiatrie pure, mais je l'inclus parce qu'il est souvent abordé dans ce cadre et qu'il mérite d'être compris correctement. Le spectre autistique, c'est une variation du fonctionnement neurologique qui affecte la façon dont une personne perçoit le monde, traite les informations sociales, communique et régule ses sensations. Le mot spectre est clé. Il y a une variabilité immense entre les personnes concernées. Certaines personnes autistes ont une intelligence dans la norme ou au-dessus, travaillent, ont des relations sociales, mais vivent une fatigue intense liée à l'effort de naviguer dans un monde pas fait pour leur cerveau. D'autres ont besoin d'un accompagnement important au quotidien. Ce sont les mêmes mots, des réalités différentes. Ce que je trouve fascinant, c'est le concept de camouflage ou masking. Beaucoup de personnes autistes, notamment les femmes, apprennent à imiter les comportements sociaux normotypiques tellement bien qu'elles passent sous les radars du diagnostic pendant des décennies. Mets un emoji cerveau en commentaire si t'as appris quelque chose là. 11. Le syndrome de Diogène. Changement de registre. Celui-là, il est moins connu, mais carrément fascinant. Le syndrome de Diogène, c'est un trouble caractérisé par une accumulation compulsive d'objets, souvent des déchets, dans son espace de vie, combiné à un isolement social sévère et une négligence totale de son hygiène personnelle.
La personne concernée n'a généralement pas conscience du problème, et quand on essaie d'intervenir, elle refuse l'aide catégoriquement. C'est souvent découvert par les voisins ou les services sociaux dans des situations vraiment extrêmes. Appartements inaccessibles, risques sanitaires. Le nom vient du philosophe grec Diogène de Sinope, qui vivait dans un tonneau et méprisait les biens matériels. Mais l'ironie, c'est que le syndrome qui porte son nom implique l'accumulation compulsive. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé les gens qui ont choisi ce nom, mais bon, c'est la psychiatrie. Ce syndrome touche souvent des personnes âgées et isolées, et il est associé à d'autres troubles comme la démence ou la dépression sévère. 12. Le syndrome de Stendhal. Alors lui, j'avoue que je l'ai gardé parce qu'il m'a franchement scotché quand je l'ai découvert. Le syndrome de Stendhal, c'est une réaction psychosomatique intense déclenchée par l'exposition à des œuvres d'art ou à des paysages d'une beauté exceptionnelle. Palpitations cardiaques, vertiges, confusion, hallucinations, sentiments de dissociation. Ça a été documenté et nommé par une psychiatre italienne, Gradiela Magherini, dans les années 80, après avoir observé des touristes effondrés dans les couloirs des musées de Florence. Florence en particulier est hyper associée à ce phénomène. Est-ce que c'est un vrai syndrome psychiatrique à part entière ou une réaction émotionnelle intense ? Le débat existe encore. Mais des cas ont été suffisamment documentés pour qu'on lui donne un nom. Perso, je trouve ça trop beau comme idée, qu'une œuvre d'art puisse littéralement court-circuiter ton cerveau. C'est quoi l'œuvre qui t'a mis le plus une claque ? Dis-le en commentaire. 13. Le syndrome de Capgras. Le syndrome de Capgras, c'est l'un de ces trucs qui semblent sortis d'un film d'horreur mais qui sont réels. La personne concernée est convaincue qu'un proche, souvent un membre de la famille ou le partenaire, a été remplacé par un imposteur identique. Physiquement identique, mais pas lui ou pas elle. Ce qui est fascinant neurologiquement, c'est l'hypothèse la plus répandue, la déconnexion entre le système de reconnaissance des visages et le système de réponse émotionnelle. Normalement, quand tu vois quelqu'un que t'aimes, ton cerveau envoie un signal de familiarité émotionnelle en plus de la reconnaissance visuelle. Dans le syndrome de Capgras, la reconnaissance visuelle fonctionne, mais le signal émotionnel est absent. Donc, le cerveau conclut « ça ressemble à ma femme, mais ça ne sent pas comme ma femme, donc c'est un imposteur ». C'est douloureux pour tout le monde. Pour la personne qui en souffre, et pour le proche qui est perçu comme un étranger. 14. Le syndrome de Cotard. Dans la continuité des syndromes qui font un peu froid dans le dos, le syndrome de Cotard. La personne croit qu'elle est morte, ou qu'elle n'existe pas, ou que ses organes ont disparu. C'est une conviction délirante, pas une métaphore. La personne peut refuser de manger parce qu'elle pense qu'elle n'a plus d'estomac. Elle peut être convaincue qu'elle est un zombie ou qu'elle est en train de se décomposer. Ce syndrome apparaît souvent dans des épisodes dépressifs très sévères, dans certaines formes de schizophrénie ou suite à des lésions cérébrales. C'est chaud, hein ? Le cerveau humain peut créer des réalités aussi éloignées de l'extérieur et c'est aussi réel pour la personne que ce que toi tu ressens là, maintenant. Tout ça pour dire que le cerveau est capable de construire des mondes entiers en dehors de la réalité partagée. Pas par mauvaise volonté, pas par faiblesse, mais parce qu'il est abîmé ou débordé d'une façon qu'on commence seulement à vraiment comprendre. Voilà, on a fait le tour de 14 syndromes psychiatriques, du plus connu au plus déroutant. De la dépression majeure au syndrome de Cotard, en passant par les troubles alimentaires et le syndrome de Stendhal. Le truc à retenir de cette vidéo, si t'en retiens un seul, c'est que derrière chaque syndrome, il y a une personne qui essaie de survivre avec un cerveau qui lui complique la vie. Pas un fou, pas un cas, une personne. Et comprendre ces syndromes, même de loin, c'est déjà une forme de respect envers ceux qui les vivent. Abonne-toi si cette vidéo t'a appris quelque chose et dis-moi en commentaire lequel de ces syndromes t'a le plus surpris ou intrigué. Moi, personnellement, c'est encore le syndrome de Capgras qui me retourne le cerveau à chaque fois que j'y repense. La prochaine fois, on parle de quelque chose qui touche tout le monde, sans exception. Le sommeil et tout ce qui peut mal tourner quand ton cerveau décide de te saboter la nuit.
À plus!